A todas y todos, muchísimas gracias por estar aquí en la Casa de Francia para hacer este evento de rentrée, como se dice en Francia. Tenemos el placer y el honor de tener dos grandes autoras con nosotros. A ver, la traductora está diciendo algo. ¿Cómo pone? Entienden. Entonces, pues, aquí les voy a pedir un gran aplauso para Muriel Barbery, Gaël Obiegli y Melina Pérez. Pues nada más para darle las gracias a los editores, a Planeta y a Serge Varan. Lo tengo en francés. ¿Perdón? En francés, y yo hablo español. Entonces estoy hablando español, ¿me entiendes? Creo. Pero ahorita lo voy a tener que poner y voy a escucharlas en francés, sin problema. Pues me dicen si hablo tan mal que no entienden nada, pero ya paro totalmente en directo, no hay problema. Pues nada, tal vez le voy a dejar su chamba a la moderadora, Melina, y le va a presentar la noche de hoy. Y otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues ya, que disfruten. Gracias. Buenas noches, bonsoir. Bonsoir Muriel Barbery, bonsoir Gaël Obiegli. Bonsoir. Je suis très heureuse de me retrouver à Préfi. Merci beaucoup d'être venu nous visiter ici au Mexique où on va parler de vos livres, en particulier Muriel Barbery vient présenter son nouveau livre Una hora de fervor, une heure de ferveur, et Gaël Obiegli algo muy serio, chose sérieuse, et donc on va parler de vos œuvres. Avant, je vais vous présenter pour le public. Muriel Barbery, vous êtes née à Casablanca, au Maroc, et vous avez fait des études de philosophie, donc à l'École normale supérieure, et de Fontenay-Saint-Cloud. Et on voit vraiment l'influence de la philosophie dans votre écriture, je pense. Vous allez me dire si j'ai tort ou c'est une bonne intuition. Et vous avez commencé votre œuvre avec une gourmandise en 2000, et donc qui a été tout de suite un succès. Très modeste. Mais après, il y a eu l'élégance du hérisson, qui a été un basculement dans votre vie, parce que je reprends un peu ce que vous avez décrit. Vous avez décrit dans d'autres entretiens. Vous avez dit que vous êtes passé, grâce à l'élégance du hérisson, d'une vie d'enseignante en Normandie à une vie consacrée à l'écriture, à la littérature, au voyage, qui sont aussi très importants pour vous. Et donc, Une heure de ferveur, c'est un peu la suite de votre livre intérieur. Comment c'est en espagnol? Une rose. Une rose. Et donc, merci beaucoup. Et je présente aussi Gaël Obiegli. Gaël Obiegli est l'autrice de 11 livres, je comptais. Et vous êtes né à Chartres. Et vous avez commencé avec un livre, vous avez commencé à publier en 2003 avec Jean de Boz, qui est votre région de naissance. Et après, vous avez publié Petit éloge de la jalousie en 2008. En 2011, Les musées des valeurs sentimentales. En 2017, Notre personne. Et en 2019, le livre qui nous occupe aujourd'hui est une chose sérieuse. Votre livre le plus récent, c'est Totalement inconnu, en 2022. Et Le Monde vous décrit, le journal Le Monde vous décrit comme ça. Gaël Obiegli est l'une des plus percutantes, des écrivaines les plus percutantes du paysage contemporain. Donc, dans votre œuvre aussi,
on voit l'influence de vos études en histoire de l'art. Hein, vous avez étudié l'histoire de l'art et vous êtes très intéressé par l'art. Il y a un dialogue avec l'art dans votre œuvre. Et vous faites aussi des lectures performances. Parce que, bon, disons, cette manière de sortir du livre vous intéresse aussi. Et donc, dans vos... j'aimerais commencer. Donc, il me semble que toutes les deux, la première chose qui peut peut-être vous relier, c'est votre choix de la fiction. C'est-à-dire, on est dans la littérature française contemporaine. On voit beaucoup évidemment, elle est connue à l'étranger par l'autofiction. C'est comme ça qu'on identifie la littérature française, aussi par, disons, une littérature beaucoup plus attachée au réel aujourd'hui. On peut penser à quelqu'un comme Philippe Pinson, avec Limbaud, qui a dit après qu'il relançait à la fiction parce que pour lui, elle était incapable de dire le monde dans lequel on vit, parce qu'il était, comme vous savez, il était un survivant de l'attentat dans les journaux de Charlie Hebdo. Donc quelqu'un comme lui dit qu'il a abandonné la fiction. Il y a d'autres auteurs, comme Emmanuel Carrère aussi, qui a dit que la fiction, il a abandonné la fiction. Donc j'aimerais vous écouter sur ces choix de la fiction. Pourquoi vous restez attaché à la fiction? Qu'est-ce qui vous fait rester? Qui commence? Alors d'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici, à Mexico. C'est la deuxième fois que je viens au Mexique et j'espère que ce n'est pas la dernière. On commence par une question vraiment fondamentale. C'est même pas un choix de la fiction. Pour moi, c'est une évidence très naturelle parce que je crois que la raison pour laquelle j'écris des romans, c'est l'ivresse de devenir quelqu'un d'autre. C'est l'ivresse d'éprouver et de faire l'expérience d'une altérité et par ce détour incroyable de l'autre fictionnel, d'arracher une compréhension du monde que je n'aurais pas pu obtenir différemment. Donc pour moi, ça ne fait absolument pas question. En plus, je déteste dire je. En général, je suis extrêmement mal à l'aise de devoir m'exprimer en public, de devoir être visible. Le roman est une merveilleuse cachette qui donne des super pouvoirs de compréhension et de vision que je n'ai trouvé dans aucun autre exercice d'écriture, en particulier en philosophie. Alors, moi, tout d'abord, enfin, c'est pas pour renoncer à répondre à la question, mais je pense que de toute façon, dès que c'est écrit, c'est de la fiction. Tout ce qui est écrit est de la fiction, dans le sens où ce n'est pas le réel, c'est du langage, et donc c'est de la fiction. Mais j'écris pas toujours de la fiction, j'écris de la fiction de temps en temps, et pour moi c'est un plaisir. En général, en fait assez souvent j'ai besoin de fiction, et c'est comme le disait Muriel Barbery, je ne sais pas si c'est une ivresse, mais en tout cas c'est un besoin de disparaître dans une autre personnalité, une personnalité que je crée en partie, mais qui m'échappe aussi. Et c'est ce que j'aime dans la fiction, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que moi, quelque chose qui m'échappe. Je suis entièrement... j'acquiesce au verbe disparaître, parce que lorsque l'on écrit un roman, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà exercés à la fiction, il y a une forme de jubilation à s'oublier soi-même et à avoir le sentiment que le résultat nous dépasse et que l'on atteint à quelque chose de beaucoup plus grand que soi dans cette dilution du moi dans l'écriture de fiction.
je n'envisagerais pas d'écrire autrement, mais vous, Gaëlle, vous écrivez d'autres choses aussi que de la fiction? Moi, j'écris la plupart du temps, j'écris des textes qui partent d'un événement autobiographique, enfin de quelque chose qui fait événement. Et donc c'est souvent le point de départ et c'est ce qui c'est l'occasion d'une réflexion. Et donc c'est des livres qui sont largement autobiographiques. Il me semble qu'un autre point en commun dans vos livres, en tout cas en particulier l'élégance du hérisson et une chose sérieuse, c'est la manière dont les personnages approchent ou intègrent dans leur vie et l'écriture ou l'art. Pour les personnages de l'élégance du hérisson, on a Renée qui est une concierge dans un immeuble parisien très bourgeois, dans un quartier très chic. Et donc il y a le personnage de Paloma qui est une jeune fille qui vient d'une très bonne famille. Et il y a un personnage japonais qui est Kakuyo Ozu. Et donc pour vivre leur passion pour la pensée, la langue, l'art, comme un peu en clandestinité. Donc et il me semble que c'est justement cette clandestinité qu'on retrouve dans votre roman Gaël Obiegli. Et parce que je raconte rapidement les sujets du roman. Et on a Daniel, c'est un ghostwriter, hein, et il a été modifié, son cerveau a été modifié, il a un opus dans le cerveau. Et il travaille pour les comptes d'une riche mécène survivaliste. Elle a créé une communauté des gens, des marginaux, qui sont, par la force des choses, spécialistes de l'art de la doctrine. Et donc c'est par leur précarité qu'ils ont été choisis, par leur vie précaire. Mais en fait, on lit Daniel, on lit, c'est des journaux, c'est des écritures, parce que c'est un écrivain du dimanche, on lit vraiment les livres que Daniel écrit le dimanche, et toujours avec cette interrogation si c'est Daniel qui écrit vraiment lui, ou c'est Daniel modifié par la puce, donc il y a toujours ces doutes. Mais il écrit en cachette. Il lit et il écrit en cachette. C'est cette clandestinité qui me semble un point en commun aussi entre vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, pour moi, effectivement, c'est très important la clandestinité de l'écriture. Et Daniel, le personnage de ce roman, c'est un écrivain du dimanche, comme vous le disiez, c'est-à-dire un écrivain amateur. Et j'ai une passion pour les amateurs. C'est-à-dire que souvent, leur façon de faire n'est pas... leur façon de faire est excellente. Enfin, le mot amateur, pour moi, n'est pas du tout péjoratif. Simplement, ce sont des gens qui agissent et qui se déploient dans une pratique artistique ou autre, mais sans chercher la reconnaissance sociale. Et je pense à un film, il y a un film de Jean-Luc Godard qui n'est pas du tout connu, que j'ai eu la chance de voir, ça s'appelle Marcel. C'est un film qu'il tourne dans un atelier d'horlogerie où il y a des ouvriers qui réparent des montres. Et il y en a un qui s'appelle Marcel, qui est un cinéaste amateur. Et il le filme en train de faire son vrai métier, donc son activité professionnelle. Et à la fin de la journée, Marcel met son sac à dos et il part avec sa caméra Super 8 filmer dans la montagne en Suisse. Alors il filme les fleurs par terre, il filme une marmotte et comme ça. Et en même temps, Jean-Luc Godard a une conversation avec lui sur le cinéma qui est de très haut niveau. Et
c'est un film qui me ravit parce que c'est vraiment une manière d'aborder l'amateur dans sa dimension d'excellence, de passion et de clandestinité. Alors, parler de l'élégance du hérisson 16 ans après, c'est toujours un peu périlleux parce que les souvenirs s'estompent au fur et à mesure que je vieillis et que j'écris de nouveaux textes. J'essayais de me souvenir à quel moment j'avais fait de Paloma et de René des clandestines et je ne me souviens pas comment ça s'est passé, je dois vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que la question de la clandestinité était moins importante pour moi que celle de la solitude. Et je réalise que tous mes personnages, dans pratiquement tous mes romans, sont des personnages solitaires qui tentent, comme ils le peuvent, et souvent, heureusement, avec succès, de sortir de cette solitude et de rencontrer l'autre. Je crois que c'est plus ça le thème qui traverse mes romans. Parce que je trouve que c'est la question existentielle par excellence. Comment fait-on pour sortir de la solitude et pour rencontrer quelqu'un d'autre? Écrire des romans est une façon de le faire. Et ensuite, il y a la vie à côté des romans et la question est intacte et nécessite d'écrire de nouveaux romans pour essayer de comprendre encore mieux cette difficile question. On retrouve un film dans une heure de ferveur, justement cette solitude, mais il me semble qu'elle permet. C'est quelque chose de subi par les personnages, en effet, mais aussi c'est quelque chose qui leur permet de mieux comprendre le monde. C'est une position privilégiée qui est certes douloureuse, mais qui leur donne une acuité aussi. Mais bien sûr, pourquoi croyez-vous que nous nous enfermons seuls dans nos bureaux à écrire pendant des heures dans la plus complète solitude avec pour seule intimité nous-mêmes et en même temps cette quête fervente de l'autre et de la compréhension et de la connaissance de l'autre, tout à fait. Et si on revient au fait que, surtout par exemple, si on pense à ces personnages un peu qui ont cette position un peu en retrait. Disons pas marginal tout le temps, c'est pas des marginaux au sens strict, mais ils ont une position en retrait. C'est aussi une manière la question pour toutes les deux, de remettre en question les identités sociales, parce qu'on voit qu'ils ont une identité assignée, tous les personnages, mais leur vie intérieure, en quelque sorte, dément contredit cette identité sociale. Alors je vais répondre assez brièvement parce que je suis toujours un peu mal à l'aise avec la problématique sociale puisque vous parlez de l'élégance de l'action. Quand le texte a paru, j'ai été assez surprise de voir que beaucoup de commentaires portaient sur la satire sociale et la critique de l'antagonisme des classes. Oui, ce qui est une dimension réelle du roman et qui m'a beaucoup amusée. Je me suis vraiment beaucoup amusée à décrire cet immeuble ultra-bourgeois du 7e et la manière dont notre concierge érudite envoie les habitants. Mais pour moi, c'était vraiment le décor. Cette question-là était le décor, tandis que la véritable question, c'était comment ces deux âmes solitaires allaient pouvoir, à un moment donné, se rencontrer et surmonter le destin qui leur avait été assigné. Et donc, j'en reste là, en fait. Oui, la question du retrait. Effectivement, pour moi, elle est essentielle dans tout ce que j'écris. La question du retrait, de la désertion, de la marginalité et toutes les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour se tenir à l'écart de la société majoritaire, pour ainsi dire, c'est ce qui anime toujours ma narration, qu'il s'agisse de textes de fiction pure, de romans ou de textes autobiographiques. Je ne sais pas très bien
ce qu'il y a derrière ça. Je pense que c'est effectivement une façon de parler de la solitude et d'une solitude éclatante et une solitude non pas subie mais d'un choix de vie, une mise à l'écart pour mieux voir. Choix de vie. Et justement par rapport à ce que vous venez de signaler, Muriel Barbery, on voit beaucoup cette empreinte du social, cette inquiétude pour presque l'actualité, le réel dans la littérature contemporaine française. Et comment vous vous positionnez dans quelle famille vous sentez appartenir, disons, aux familles littéraires, je veux dire, vous sentez appartenir, comment vous positionnez dans le paysage littéraire français? Alors ça, c'est une vaste question à laquelle je vais échouer à répondre dans les 3 minutes qui me sont imparties. J'ai comme livre de chevet sur l'art du roman les très beaux textes de Milan Kundera, jusqu'à présent les plus beaux et les plus extraordinaires que j'ai lus sur la question et qui ont éclairé des aspects de ma propre pratique au niveau AD au fur et à mesure que je les lisais. Et dans l'art du roman, je crois que dans le rideau, il explique que le roman est précisément ce qui résiste, merci, à la dictature du présent, et ce qui est voué à jeter un pont entre le passé et l'avenir et à faire œuvre, justement parce que cela relie les dimensions du temps et de l'humanité que l'actualité réduit à un instant voué à disparaître. Et voilà, si je devais répondre, je m'inscrirais dans cette famille kundérienne. Alors, moi, au contraire, la difficulté de voir le présent, ça me stimule. Et bon, j'aime bien écrire au présent et j'aime bien aussi essayer de percer le mystère du présent, quoi, qui est quelque chose d'assez souvent négligé. Mais c'est pas du tout contradictoire, mais vous ne le faites pas en journaliste, vous le faites en romancière. Oui, je ne le fais pas en journaliste, mais je le fais en romancière, mais je ne fais pas en journaliste parce que je suis incapable de le faire en journaliste. Donc c'est simplement, je dirais, là où je reprends une expression de Samuel Beckett, je suis ma pente. Il n'y a pas de démarche derrière ça. Et si l'on revient maintenant, Muriel Barbery, à votre livre plus récent, Une heure de ferveur, et on voit à nouveau les Japon, qui est important pour vous. Hein. Et est-ce que le Japon, vous revenez au Japon, parce que c'est un peu comme l'autre, avec un majuscule, un peu comme une sorte de métaphore de l'altérité. Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ça? Vers le Japon, c'est une passion désormais très ancienne parce que mon premier mari que j'ai rencontré lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiante, était passionné de Japon, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et je m'y suis intéressée pour cette raison. Et très vite, je suis tombée amoureuse de ce que je voyais de la culture japonaise à cette époque, donc dans les années 90. C'est-à-dire essentiellement les films qui montraient la vie japonaise, les films d'Ozu, de Kurosawa, de Mizoguchi. J'ai mangé mon premier sushi à Paris dans les années 90, à l'époque où il n'y avait pas encore de restaurant japonais.
je me suis intéressée à tous les arts traditionnels japonais, j'ai commencé à regarder, voir, lire. Et c'est devenu un rêve très insistant pour des raisons que je ne comprends toujours pas totalement maintenant, raison pour laquelle je continue à écrire des romans qui parlent du Japon, puisque encore une fois, c'est mon seul moyen de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et donc, grâce au succès des Délices de Hérisson, au succès aussi fulgurant qu'inattendu du texte, j'ai pu partir vivre au Japon 2 ans, et en 2008 et 2009, et depuis j'y suis retournée aussi souvent que possible. Et je ne suis pas totalement sûre d'avoir percé le mystère, enfin je suis même totalement sûre de ne pas avoir encore percé le mystère de mon attirance folle pour ce pays que je ne comprends pas, sur lequel je n'ai pas d'expertise, mais qui continue de me fasciner et de me procurer des grandes extases esthétiques, mais aussi spirituelles que je n'ai jamais éprouvées. Oui, dans ce roman, on voit, vous reprenez l'histoire un peu à l'envers. C'est-à-dire, vous avez dans une rose seule, on dit l'histoire de Rose, qui est fille d'Haru Ueno, et ici, bon, qui n'a pas pu continuer qui n'a pas pu la voir grandir, elle a grandi par son père, elle découvre son père par son testament, et par un voyage au Japon, où elle suit un peu les étapes, guidée par son père, en quelque sorte. Elle découvre le Japon, et dans une heure de ferveur, donc on voit vraiment l'histoire de ce personnage, du père, d'Haru Ueno, et bon, les tons, il semble, plus, par la force des choses, par la proximité de la mort, plus mélancolique. Et j'aimerais lire peut-être un extrait en espagnol. Mais je vous en prie. Ça, on pourra... Melina, ¿te puedes acercar más la...? Claro. Gracias. Ese día, 50 años más tarde, Haru Ueno miraba la misma flor y se asombraba de que de nuevo fuera 20 de mayo a las 4 de la tarde. Una cosa, no obstante, era distinta. Esta vez miraba la flor en su foro interno. Otra era semejante. Todo, el lirio, la campana, el jardín, ocurría en el presente. Y una última llamaba la atención. En ese presente total, el dolor se disolvía. Oyó un ruido a su espalda y deseó que lo dejaran solo. Recordó a Keisuke, que aguardaba en alguna parte a que muriera, y pensó: una vida se resume en 3 nombres. Haru, el que no quería morir. Keisuke, el que no podía. Rosa, la que viviría. La zona privada en la que descansaba pertenecía al monje principal del templo, que era el hermano gemelo de Keisuke Shibata, el hombre gracias al cual había podido realizar su vocación. Los hermanos Shibata provenían de una antigua familia de Kioto, que abastecía la ciudad de monjes y artistas del lacado desde tiempo inmemorial. Como Keisuke detestaba por igual la religión y la laca, porque brillaba, había optado por la alfarería, pero además era también pintor, calígrafo y poeta. Lo notable del encuentro entre Haru y Keisuke fue que en el principio entre ellos hubo un cuenco. Al verlo, Haru supo lo que sería su vida. Nunca había visto una obra semejante. El cuenco parecía antiguo y nuevo a la vez, de un modo que él juzgaba imposible. Al lado, perpendingado en una silla, había un hombre sin edad, y, si es que eso tenía algún sentido, de la misma aleación que el cuenco. Además, estaba borracho como una cuba, por lo que Haru se hallaba ante una ecuación igualmente imposible. Por un lado, la forma perfecta, por otro, su creador, un borracho. Cuando los presentaron, sellaron con sake una amistad para toda la vida. La amistad, el segundo hilo en torno al cual giraría la vida de Haru. Hoy la muerte se plantaba ante él como la apariencia de un jardín, y todo lo demás se había vuelto invisible, excepto esos 2 instantes separados por medio siglo. Una nube rozó la cúspide del Daimon-ji y dejó en su estela un aroma a lirio. Haru pensó: ya no hay más que esos 2 instantes y Rose. Rose, el tercer hilo. Donc c'est la traduction,
C'est la merveilleuse traduction de Isabel González de Ayarza. Avec qui je travaille toujours étroitement et c'est très précieux pour moi de vous entendre lire le texte parce que je vois que la musique est bonne. Et donc justement, peut-être on sent vraiment cette... je me disais aussi peut-être le Japon, c'est dans votre écriture, on sent comme si c'était une manière, un exercice ou une école de la contemplation. Je crois que je suis née contemplative et que le Japon a exaucé au centuple mon vœu de passer une vie entière à contempler, puisque c'est le pays qui évidemment y invite, tous les Occidentaux qui y sont allés le savent, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que ce que le Japon a provoqué en moi, c'est une série de révolutions et de transformations profondes qui s'infiltrent dans tous les plans de l'existence, y compris d'ailleurs dans l'écriture. Vos personnages sont transformés par ce contact avec le Japon. Oui, alors dans le roman précédent, une Rose seule qui racontait l'histoire de cette jeune femme qui n'a jamais connu son père japonais et qui se rend pour la première fois à Kyoto pour y entendre son testament, qu'il n'y a jamais connu parce que la mère l'a interdit, je restituais en partie, et ça a été mon propre éblouissement à découvrir Kyoto. Et Rose n'est pas moi, loin de là, mais le parcours qu'elle fait dans la ville et tous les éblouissements qu'elle ressent à découvrir les temples et les jardins, mais également la ville moderne de Kyoto, ce sont les miens. Et j'ai oublié la question. C'est par rapport à la contemplation. Voilà, et donc c'est un roman très contemplatif puisqu'il est fait en grande partie de description de ce jardin, ce qui est une tâche pratiquement impossible à mener à bien et à laquelle j'ai pourtant décidé de m'affronter et qui a produit probablement certains moments d'écriture, tous livres confondus, les plus jubilatoires, parce que je les connais par cœur et que je les restituer par l'écriture était revivre d'une autre façon, presque plus intense à certains moments, ce que j'avais vécu sur le moment. Ils sont dans le rythme que justement on a pu entendre un peu. Et cette respiration autre, donc c'est dans une heure de ferveur. Et maintenant, je vais revenir à votre roman, Gaël Obiegli, à une chose sérieuse. Et donc, je parlais de ce personnage qui, même s'il est étrange, même s'il est... on ne sait pas si on peut lui faire confiance, il devient, à mon avis, un personnage attachant. Mais j'aimerais lire aussi un extrait de votre roman où justement on voit cette... parce que bon, par cette passion du langage, par cette sorte de pulsion langagière, on voit vraiment Daniel remettre en question, sans emphase, hein, toutes les idées reçues, les phrases toutes faites. On voit vraiment comment tout ça s'est fait dans l'écriture de Daniel. Et j'aimerais lire le passage où justement il commence à parler de ce devenir machine de l'homme. Et donc on va découvrir un peu l'écriture de Gaël Obiegli. Al principio alguien me dijo, vaya a ducharse, estaba muy contento, pero qué estúpido. Comenzó de modo imperceptible. Al inicio no sientes nada, todo pasa sin desavenencias, excepto que no hay vuelta atrás. No nos damos cuenta enseguida de lo que nos ocurre. Progresivamente las cosas se acelerarán, después se saldrán de control. El mundo cambiará, el hombre también. El hombre en relación con el hombre nuevo será como es Jenny en relación con nosotros. Nada será como antes, ni la naturaleza, ni la vida, ni la conciencia, incluso ni el tiempo. Por eso te digo, reflexiona bien antes de unírtenos. Chambré nos fastidia con su catástrofe, para la cual deberíamos prepararnos, sin nunca decir nada preciso además.
Lo que yo he entendido es que la catástrofe no la causará ni la colisión de la Tierra con un astro misterioso, ni una alteración climática, ni siquiera la contaminación, la lluvia ácida, el hoyo en la capa de ozono o la guerra atómica. No será la guerra atómica la que hará desaparecer a las civilizaciones humanas, sino las máquinas, los hombres máquina. En otras palabras, la catástrofe somos nosotros, los súbditos de Chambray, humano-máquina, eso soy. No hay que engañarse, pero no los domingos. Los domingos soy plenamente yo, con soltura. Quizá también cuando me drogo con André. Me parecería que el chip no funciona bien con las sustancias, el hachís y el opio sobre todo. No puedo juzgar a Chambray, pues tal vez ni lo sabe, pero lo que supone un medicamento es en realidad veneno. La catástrofe que nos anuncia ya aconteció. Comenzó de manera imperceptible. ¿Y qué? Pues el nuevo humano. Y de hecho comenzó hace muchos años, indolentemente. Gaël, est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette écriture du dimanche à laquelle se livre votre personnage? Ouais. Déjà, ça m'a amusé d'entendre la lecture parce que vous lisez comme si vous l'aviez écrit. Ce qui est le cas en fait. Puisque vous l'avez écrit en espagnol. Melina Balcazar est la traductrice du livre. L'écriture du dimanche. Alors, il faut dire que dans ce livre, le personnage qui s'appelle Daniel et qu'on a entendu là, puisqu'il s'exprime à la première personne du singulier, il nous livre sa confession qui est en réalité plutôt un témoignage parce qu'il y a une intention politique derrière ça, celle d'informer, d'informer. Et il a deux écritures. Il a été engagé par cette femme très riche qui entretient une communauté dans un lieu insituable et qu'il a engagé lui pour écrire sa biographie. Ça, c'est son écriture professionnelle. Il a ce travail et il le fait de manière efficace et il obéit aux consignes. Par ailleurs, il écrit le dimanche parce que c'est son jour de congé. Donc la puce qu'on lui a introduite dans la tête est désactivée ce jour-là et il peut s'exprimer librement. Et ce jour-là, le dimanche, il s'exprime, il écrit. C'est une sorte de journal où l'on voit ses pensées et ses visions. Et c'est ça en fait l'écriture du dimanche. Cette écriture amateur, c'est une écriture qui ne cherche pas le public, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui est animée par une nécessité intérieure. Et c'est le livre du dimanche, c'est l'écriture d'un amateur et c'est aussi le livre de la poésie, réellement, par opposition au livre professionnel qu'il écrit et dont on ne sait pas grand-chose. En fait, il parle bien sûr de son travail, comme toute personne qui a un travail, mais on n'a aucun aperçu sur ce livre de commandes auquel il consacre le reste de son temps. Est-ce que pour toutes les deux, et la littérature, l'écriture littéraire, dans la littérature, permettrait de mieux comprendre le monde, c'est un soin, une forme de pensée? Alors je vais, pour ces questions ambitieuses et intimidantes, je vais une nouvelle fois mobiliser mon maître, Miguel Kundera, qui disait que le propos même du roman, son but et son intention,
c'était la compréhension de l'existence, non pas de la réalité, mais de l'existence. Et je souscris entièrement. Parce que comprendre le monde, ça donne l'impression d'une exploration rationnelle, méthodique, sociologique, philosophique du milieu dans lequel nous sommes plongés. Et je vois plutôt comme Milan Kundera le roman comme un formidable outil d'exploration de l'existence, c'est-à-dire d'aspects de l'homme qui peut-être se réaliseront un jour ou ne se réaliseront pas, mais qui disent quelque chose de son humanité. Les grands auteurs, en général, sont ceux qui ont révélé une facette jusque-là non dite de cette existence. J'ai répondu à votre question. Moi, je ne sais pas si c'est... disons que je ne peux pas parler de manière générale. Donc, je vais partir de mon expérience, de ma manière de ce que l'écriture me permet de comprendre. Je ne sais pas si ça me permet de comprendre le monde. Disons que par moments, oui, mais c'est jamais une compréhension établie, définitive. Ça peut arriver. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai besoin de l'écriture pour comprendre ou du moins pour savoir ce que je pense. Donc pour me comprendre. Et il ne s'agit pas de me comprendre à un niveau psychologique, mais il ne s'agit pas vraiment de moi-même, mais c'est la seule manière que j'ai trouvée pour faire connaissance avec ma pensée. Mais parfois, pour savoir ce que je pense de quelque chose, donc pour comprendre à partir comprendre le monde, savoir ce que je pense de telle chose, j'ai besoin d'écrire, et parfois ça dure une semaine, parfois ça dure 6 mois, mais c'est un aspect du monde qui m'échappe, que je ne comprends pas du tout, et j'ai besoin de savoir ce que j'en pense, et pour ça, j'utilise l'écriture. Ce n'est pas des livres, hein. Je ne publie pas tout ce que j'écris. J'écris beaucoup plus que je ne publie, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi un outil. Et je n'avais pas à vous contredire, Muriel, mais je vais le faire quand même. Parce que en relisant l'élégance du hérisson, je comprends tout à fait que pour vous, ce n'est pas un intérêt sociologique. Vous ne posez pas dans une. Vous ne mettez pas dans une position de pouvoir, d'un savoir que vous allez. Et disons transmettre à vos lecteurs. C'est pas du tout ça. Mais je trouvais quand même que la question sociale, ou plutôt que votre compréhension de la question sociale était très, évidemment très fine, mais surtout très, peut-être vient plutôt de l'intuition, vient vient ailleurs que de la connaissance. Et pourquoi je me permets de vous contrer, parce que donc en relisant l'élégance du hérisson, il y a un passage qui, quelque part, pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé récemment en France avec ce qu'on appelait les émeutes. Et donc j'ai lu l'extrait à l'espagnol. Et j'ai les preuves. Donc, on est dans un café. Et donc l'histoire nous est racontée par Paloma. C'est le regard de Paloma, de la jeune fille, qui est avec sa tante dans un café très chic à Paris. Et donc, il commence à discuter avec un couple qui a adopté un petit enfant thaïlandais, et donc qui a été
qui a survécu au tsunami. Et donc, et là, bon, je vais lire l'extrait. Je me souviens pas du tout. Ça fait 16 ans. J'ai écrit comme ça. Bon, donc il dit, nos dicen, nos hemos enterado de que Teo era un niño adoptado que tenía 15 meses cuando lo trajeron de Tailandia, que sus padres habían muerto en el tsunami, así como todos sus hermanos. Yo miraba a mi alrededor y me preguntaba, ¿cómo se las va a apañar? Estábamos en Angelina, al fin y al cabo todas esas personas bien vestidas que paladeaban con aire afectado unos dulces vidriosos y que no estaban ahí más que por la significación del lugar, la pertenencia a cierto mundo con sus creencias, sus códigos, sus proyectos, sus historias, etc. Algo simbólico, vaya. Cuando se toma el té en Angelina, se está en Francia, en un mundo rico, jerarquizado, racional, cartesiano, regulado. ¿Cómo se las va a apañar el pequeño Teo? Ha pasado los primeros meses de su vida en una aldea de pescadores en Tailandia, en un mundo oriental dominado por valores y emociones propias, donde la pertenencia simbólica quizás se ponga en práctica en las fiestas del pueblo cuando se honra al dios de la lluvia, en el que los niños viven inmersos en creencias mágicas, etc. Y de repente, helo aquí, en Francia, en París, en Angelina, inmersos sin transición en una cultura diferente y en una posición que ha cambiado de manera radical, de Asia a Europa, del mundo de los pobres al de los ricos. Entonces, de repente, me he dicho, quizá dentro de unos años Teo tenga ganas de quemar coches, porque es un gesto de rabia y de frustración, y quizá la rabia y la frustración más grandes no sean el paro, ni la pobreza, ni la ausencia de futuro. Quizá sea el sentimiento de no tener cultura, porque se está dividido entre varias culturas, entre símbolos incompatibles. ¿Cómo existir si uno no sabe dónde estar? Si se tiene que asumir a la vez una cultura de pescadores tailandeses y otra de grandes burgueses parisinos, de hijos de inmigrantes y de miembros de una gran nación conservadora. Entonces, uno quema coches porque cuando no se tiene cultura, uno deja de ser un animal civilizado y pasa a ser un animal salvaje. Y un animal salvaje quema, mata y pilla. Alors déjà, on dirait aussi que vous le lisez comme si vous l'aviez écrit. Là, c'est toujours triste. Mais je ne me souvenais pas du tout de ce passage, mais ça y est maintenant, je m'en souviens. Et en fait, non seulement ça ne contredit pas ce que je disais auparavant, mais ça va me permettre de le préciser, parce que ce paragraphe vient de ma fréquentation lorsque j'étais étudiante en sciences humaines des textes de Toby Nathan et de l'ethno-psychanalyse. C'en est vraiment une application romanesque directe. Mais justement, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Le roman est un genre total qui peut englober toutes les autres disciplines, qui peut englober la philosophie, la psychanalyse, la sociologie, la politique, l'actualité. Toutes les autres disciplines peuvent nourrir le roman, dont je reste convaincue que la question majeure reste qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'existence et comment vivre. Et donc, qu'il y ait un aspect social pertinent emprunté à d'autres, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce que dit Paloma, c'est presque la démonstration que le roman peut englober le tout de l'existence, et cela reste chapeauté par la question comment vivre et quel sens ça a. Et c'est ma dernière question pour pouvoir ouvrir au public. Et Gaël Biegli, dans vos romans ou dans votre écriture, donc on retrouve je vous cite, hein, une forme d'idiotie, une singularité radicale. Donc, dans ces personnages qui sont on ne sait jamais s'ils sont surdoués ou ils sont débiles. On ne sait pas. Et je voudrais lire un petit extrait de N'être personne, un texte magnifique. Et enfant, mes propos dérangeaient les adultes, qui me trouvaient d'une maturité anormale. J'ai pu passer pour une enfant surdouée, mais adulte, j'ai l'air d'une idiote en raison de ma voix. À cause d'elle, on n'accorde pas d'importance à ce que je dis. C'est pour ça que j'écris, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces traits qu'on retrouve dans plusieurs de vos personnages? Oui, je
je peux dire quelque chose, c'est que ce qui me fascine, c'est c'est que souvent, une chose ressemble étrangement à son contraire. Alors, je vais le dire de manière concrète. Par exemple, quand vous marchez sur du sable chaud, très chaud, vous avez froid aux pieds. Enfin, vous avez une sensation de froid. Et ça, ce retournement, ça m'intéresse beaucoup dans le sens où, enfin, ça me fascine, je ne le comprends pas. Et la singularité, ce qui fait que mes personnages ont à la fois l'air totalement idiots ou aussi enfin, sont des génies en même temps. Ça vient de cette fascination pour la contradiction, pour l'alliance des contraires. Et voilà. Merci beaucoup. On peut peut-être ouvrir aux questions du public. Gracias. Je suis un peu nerveuse, désolée. Mais du coup, j'ai une question pour vous, Muriel. Si je peux permettre de vous appeler comme ça. Mais du coup, je veux vous dire que L'élégance d'Horizon, c'est mon livre préféré. Et ça m'a beaucoup touchée. Et ma question, c'est plutôt la thématique de la solitude. Parce qu'on a ces trois personnages qui sont très intéressants. On a Paloma, on a Osu, on a René. Que de certaines façons, chacun souffre un certain type de solitude à sa manière. Par exemple, on a Paloma qui veut se suicider et qui, dans certaines façons, veut échapper la vie parce qu'à ce moment-là, elle ne comprend pas peut-être l'importance d'être vivant. Et par contre, on a René qui vit sa solitude en se cachant et en se enfermant dans elle-même. Et finalement, on a un souffle que peut-être on peut dire, ou quand même, je l'interprète comme ça, qu'elle est dans une recherche active de sortir de cette solitude. Donc, ma question, c'est plutôt comment est-ce que vous êtes arrivé à ces conclusions, à observer ou à comprendre ces trois points de vous de chacun et ces trois façons très différentes de vivre la solitude des personnes. Ça m'intéresse beaucoup et ça m'a touché beaucoup, ça me fait penser beaucoup aussi. Et voilà, c'est ma question. Et merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour vos très gentils mots. Alors, la question comment est une question très compliquée parce que je comprends au fur et à mesure que j'écris. Les personnages ne préexistent pas dans ma tête. Je n'en ai absolument aucune connaissance a priori. C'est en écrivant que peu à peu ils se dessinent, ils s'individualisent. C'est une grande partie du travail que de raffiner cette singularité de chacun. Où est-ce que je puise pour façonner ces êtres totalement inventés? Je ne sais pas. C'est le grand mystère de la création romanesque qui est il y a, pardonnez-moi, mais ça va être la soirée Kundera. Il y a dans l'art du roman, Kundera dit tout le monde connaît la métaphore que je vais vous dire, mais je ne sais absolument pas d'où elle vient et toute personne que j'ai interrogée, j'interroge d'ailleurs ce soir Gaëlle, au cas où elle saurait, n'a pas été capable de me dire quelle était cette métaphore apparemment très connue, mais j'y reviens. Kundera dit, on connaît bien la métaphore qui dit que le romancier détruit la maison de sa vie et avec les briques reconstruit une autre maison, celle de son roman. Et donc vous voyez comme il est compliqué pour un romancier ou pour une romancière d'expliquer le processus de transformation interne qui, à partir d'intuitions propres, profondes, d'expériences propres,
ont abouti à cette chose étrange d'un personnage qui agglomère des intuitions fulgurantes, des choses qu'on ne serait même pas capable de se dire à propos de soi-même, et qui soudain, par la magie de cette silhouette esquissée au début, puis qui se précise au fur et à mesure de l'écriture, prend chair et prend sens. Donc ce que je vous dis en gros, c'est que c'est un mystère, la façon dont ça se fait. Si je l'avais percé, je crois que je n'écrirais plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois que d'une certaine façon, oui, et je peux me permettre de vous dire que c'est beau. C'est une façon de voir l'écriture. Vous écrivez vous-même? Non, Non, mais j'aime bien lire et j'aime bien vous lire. merci. Merci à vous. Bonjour, je vous remercie d'être ici. Je voulais vous poser une question à tous les deux, Muriel et Gaël. Vous avez mentionné l'acte d'écriture comme une forme de disparaître, disons, dans l'écriture, et ça me semble qu'on vient de parler de l'identité, et bon, vous vous insérez dans le champ de la littérature contemporaine française, alors le sujet de l'autofiction, ça vient et va tout le temps qu'on parle de littérature française, mais je voulais poser une petite question à toutes les deux, c'est-à-dire quels sont les mécanismes que vous déployez dans votre écriture pour arriver à cette disparition? Moi, je pense souvent à Arthur Rimbaud, et notamment à ce qu'il dit dans une lettre. Et je pense que mon processus a à voir avec ça. Et comme vous parlez d'autofiction, je pense que c'est assez proche de ça. Quand il dit que le poète doit expérimenter tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Et pour moi, la disparition, ça a à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on traverse des choses comme n'importe qui et on les transforme. Ça rejoint ce que vous disiez sur la métaphore de la maison. On les transforme, on n'en garde que la quintessence, c'est-à-dire le sucre, quoi, le principe de l'expérience. Alors ça devient de la fiction ou de l'autofiction, mais c'est ça en fait le processus de disparition. Pour moi. Oui, je m'y reconnais aussi. J'ajouterais que, alors de façon extrêmement pragmatique, puisque votre question porte sur le processus, je pense que pour écrire, il faut induire une légère transe, une sorte d'état modifié de conscience qui donne accès, il faudrait que des neuropsychologues puissent l'expliquer, mais qui donne accès à des processus de synthèse, de l'intuition et de l'expérience totalement inédits, et qui ne s'atteignent que dans cette forme de transe qui aboutit à la création d'un roman, de moi fictif, etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense que les textes sont toujours plus intelligents que leurs auteurs. Et pour lesquels parler de nos textes, la raison pour laquelle parler de nos textes est toujours très frustrant, parce que nous savons très bien que nous ne faisons que gloser sur quelque chose qui nous dépasse largement, et que la magie de l'écriture a aggloméré dans un texte. Je pense que ça a aussi à voir avec le génie de la langue, c'est-à-dire que chaque individu singulier écrivant un roman utilise une langue qui, elle, porte tout le savoir et toute la connaissance de l'humanité, et qui donc, de ce fait, cristallise un nombre d'informations et d'intuitions qui dépassent largement l'individu, mais là aussi, il faudrait demander à des neurolinguistes ce qu'ils en pensent. Mais je ne sais pas si ça répondait, si ça allait dans le sens de votre question. Ça répond très bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Ma question est pour Muriel Barbery.
quels sont les auteurs japonais qui ont influencé votre écriture? On est en train de lire François Laurence et je crois que dans les descriptions, il y a quelque chose d'Aisaki, peut-être, ou de Kawabata, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que vous pouvez nous parler beaucoup plus sur ça? Et aussi, est-ce que l'ikebana est un art qui a influencé votre perception des choses, des objets? Alors, c'est l'ikebana que vous avez évoqué. Alors là, ça demanderait une conférence d'1 heure, hein, donc je ne vais pas pouvoir développer sur l'ikebana trop longtemps. Mais sur les influences des auteurs japonais dans mon écriture, alors je vais vous surprendre, à mon avis, aucune influence de la littérature japonaise, qui est en fait du Japon ce que je connais le moins bien, pour des raisons qu'il serait trop long de développer ici, certaines bonnes, d'autres mauvaises. Mais en réalité, j'ai une connaissance assez limitée de la littérature japonaise. Je crois que j'écris d'abord parce que j'aime la langue française et parce que j'aime passionnément la littérature française. Et avant d'écrire, j'ai été une lectrice comme tous ceux qui écrivent. Donc en termes de langue, d'influence, même narrative, je suis vraiment française. Ce qui est certain en revanche, c'est que le Japon a eu sur mon écriture une influence très forte, et en particulier dans la forme de l'écriture, dans son resserrement, dans la tentative d'avoir une langue plus brève, plus concise, avec une poésie plus épurée. Donc ça l'influence de l'esthétique japonaise en général est sans doute prégnante, mais pas des grands auteurs japonais qu'en plus, je dois l'avouer, je connais très très mal. Quant à l'ikebana, ça rime avec nirvana, et vous voyez que c'est un sujet qu'il est impossible d'aborder dans une fin de rencontre. Merci. Ahora que hay operación. Buenas noches. Gracias, estoy muy complacida y muy feliz de poder estar aquí con Un minuto porque se van a poner Buenas noches, estoy muy complacida y muy feliz de poder compartir este encuentro con las dos, con Muriel y con Gaeli. Yo soy editora y además soy una gran lectora, y quiero decir en particular a Muriel que el encuentro con sus libros me ha cambiado por completo el aprecio a la literatura. Para mí, haber leído La elegancia del erizo fue una maravilla. Lo leo de verdad cada año y cada vez encuentro nuevas virtudes y nuevas formas de mirar a esa historia, y me siento de verdad muy contenta de poder estar aquí con usted. Y bueno, como una pregunta para ambas, quisiera saber si tienen algún tipo de hábito o de rito o de no sé, algún tipo de ritual que les anime a escribir, o cómo es su proceso de escritura. Gaëlle, pour commencer. Alors, je suis ravie de cette question parce que c'est la question que je rêve de poser à tous mes collègues en écriture. Donc je répondrai après, mais j'attends la réponse de Gaëlle avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, ma réponse ne sera pas intéressante du tout parce que je n'ai aucun rituel, je n'ai pas d'horaire. En réalité, j'écris tous les jours, mais quand je suis en train d'écrire un livre, j'écris comme une forcenée, par terre, sur la table de la cuisine, dans le métro, parfois même sur le guidon de mon vélo, et vraiment sans rituel, quoi, de manière échevée. Alors moi, je suis la psychologie de la soirée, puisque pendant très très longtemps, j'ai cru que je ne pouvais écrire que dans des conditions très très particulières. Et pendant très longtemps d'ailleurs, je n'ai écrit que dans ces conditions-là, le matin, très tôt, dans un état à la fois d'éveil et de fraîcheur, de grande fraîcheur, et en même temps de capacité de concentration très forte. Et donc je me lève en général très tôt, vers 5 heures, et j'écris avec du thé vert et des chats.
Bien sûr, toujours. Et donc, pendant très longtemps, quand on me posait cette question, je répondais que je ne pouvais écrire que dans ces conditions et qu'ensuite, le reste de la journée, je lisais ou je corrigeais, mais que je ne pouvais pas produire. Et puis, quand j'ai commencé à écrire une rose seule, il y avait des problèmes de santé dans ma famille et j'ai dû passer beaucoup de temps dans des trains. J'ai acheté un tout petit ordinateur et j'ai découvert que je pouvais écrire n'importe où. Et qu'il n'y avait pas besoin de rituel, même si j'aime toujours ce rituel du matin parce qu'il ressemble à une sorte de prière et de méditation qui m'apporte beaucoup en termes d'équilibre général, mais en réalité, je peux écrire n'importe quand. Vous écrivez, madame? Vous écrivez vous-même? Si on a le temps, je vous demanderai vos rituels d'écriture. Bueno, en realidad, pues, si me permite responderle de una vez, para mí en realidad es la noche. A mí me gusta escribir de noche cuando estoy como liberada de las tareas de trabajo y cuando ya no hay teléfonos, ya me puedo desconectar del internet. Soy muy nocturna. Mais ce qui est bien la preuve que nous sommes tous uniques. Hay una pregunta aquí al final. Gracias. Bonsoir à les deux. Prefiero hacer una pregunta en español, no vaya a ser que mi francés no vaya. La cuestión es, cuando estaba leyendo el libro de Gato al Erizo, me venía esta idea muy de Albert Camus, de esta cuestión existencialista, que tanto la influencia de lo que él planteaba, de filósofa, de la pregunta, la cuestión fundamental de la filosofía es cuestionarse sobre la existencia, qué tanto el encanto del erizo refleja eso, ¿no? Porque lo comentaba desde cierto punto de que esta cuestión del existir, no solo para la filosofía, sino para la literatura, ¿usted considera que ha cambiado, que es ya parte de una de las preguntas indispensables que tiene que contestar? Absolument. De Gargas, parce que c'est très très compliqué, je pense, pour les romanciers, de répondre à la question quel type de roman écrivez-vous. C'est la question à laquelle il est impossible de répondre par excellence, puisque nous ne le savons pas, sinon nous ne les écririons pas. Mais de Gargas, lorsqu'on me demande quel type de roman j'écris, je dis maintenant, et je pense que c'est à la porte, toutes ces références et toute cette histoire, je dis des romans existentiels qui posent cette question-là. Merci. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntarles cómo es su relación con respecto a sus traductores. O sea, ¿cómo ha sido ese intercambio? Porque de alguna manera, pues, es como un espejo, ¿no? Sí, eso es lo que quisiera saber. Gracias. Alors, la traductrice de mon livre, c'est Mélina Polcazar, qui est là. La relation, c'est une relation amicale et de confiance. Et d'admiration aussi, parce que quand elle m'a posé quelques questions à la fin de son travail de traduction, j'ai été extrêmement impressionnée et convaincue, grâce à ces questions, de son intelligence du texte. Et voilà, j'ai pas les capacités de lire la traduction en espagnol parce que je ne parle pas encore cette langue. Mais voilà, la relation, pour le dire simplement, c'est une relation de confiance. Oui, quand on peut travailler avec les traducteurs, c'est vraiment merveilleux. C'est pas toujours le cas. Des fois, on est traduit dans des pays dans lesquels on n'a aucun contact avec personne, pas de contact avec les traducteurs. J'ai également une immense admiration pour les traducteurs, peuple de l'ombre qui n'a pratiquement aucune reconnaissance, qui est sous-payé par ailleurs, qui est vraiment très mal dit. Je ne sais pas pour Mélissa, mais je parle devant les éditeurs, mais en général, c'est quand même très difficile de vivre de ce métier. Et il n'est pas nécessaire, bien sûr, de parler la langue, d'arriver pour pouvoir échanger avec le traducteur, et ça donne des dialogues vraiment passionnants.
j'ai remarqué aussi que souvent les meilleurs traducteurs sont ceux qui osent poser beaucoup de questions parce que leur perfectionnisme les pousse à aller jusqu'au bout des choses. Et je pense aussi, et c'est pour ça que je les admire beaucoup, que ce qui fait les grands traducteurs, c'est une très grande connaissance de leur propre langue et de leur propre littérature, qui leur permet, même s'ils ont un peu de faiblesse, parce qu'il y en a toujours concernant la langue étrangère qu'ils traduisent, réussissent à transcrire le génie d'un texte, le génie au sens de la spécificité d'un texte, dans un idiome totalement différent. Et pour certaines langues, c'est un exploit de niveau 1. Mais c'est toujours extrêmement agréable de travailler avec les traducteurs qui posent sur le texte des questions qui le font voir autrement et font prendre conscience de choses dont on n'avait absolument pas idée. Hola, buenas noches, mi nombre es Tania, yo también mi francés es muy incipiente. La verdad es que estoy muy contenta, es más que una pregunta, es agradecimiento, una por conocer a Muriel, que es el libro, la verdad, está hermosísimo, mamá hubiera encantado venir, pero no pudo, y me encantó como el match que se hizo, por conocer a Muriel y una nueva escritora que seguramente voy a leer. Soy psicóloga, psicoanalista, entonces me parece que la subjetividad que está en sus libros me parece totalmente avasallante, y de cómo conocernos, justo lo que están diciendo, cómo cuando ustedes escriben se conocen más a ustedes mismas, eso me parece algo hermoso. Y muchas gracias por estar aquí. Merci beaucoup. Por favor, ¿me podrías escribir Una pregunta más allá atrás. Gracias. Sí, pero Bonsoir. Muy corto nada más. Moi, je suis aussi très contente de cette soirée, de ce dialogue entre trois femmes très intelligentes et sensibles. Et je voudrais savoir la relation entre... Qu'est-ce que vous pensez sur la relation entre vos romans et le film? C'est pour vos, qu'on appelle pour vos romans. C'est le cas de Muriel. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Merci. Alors je vais dire que le roman et le livre sont vraiment deux choses très différentes. Je n'ai pas eu de part à l'élaboration du film. Je serais absolument incapable d'adapter un roman à l'écran. C'est un travail spécifique auquel je ne connais rien et qui d'ailleurs ne m'intéresse pas. Et donc je constate juste la différence des deux œuvres. Pardon? Joker. En tout cas, c'est quand même assez courageux de votre part d'avoir accepté que le film se fasse. Enfin, moi, j'ai une proposition et je n'ai pas accepté la réalisation du film parce que je trouve que c'est vraiment compliqué. Très compliqué, mais à l'époque, j'étais jeune et novice et je ne réalisais absolument pas. Il y a plein de choses que je ne réalisais pas. Ça a été une expérience très, très, très instructive. De toute façon, réellement, sans ironie cette fois-ci, très instructive à mains égards. C'est-à-dire qu'il est toujours périlleux d'adapter une œuvre, extrêmement périlleux. Et a fortiori, quand c'est la vôtre, le péril est plus grand encore. Je voulais juste ajouter un petit regret des traductrices, parce que là, en écoutant Gaëlle Obiegli, je viens de me rendre compte que dans les livres, Daniel a une relation étrange avec un personnage féminin qui s'appelle Jenny. Et en effet, bon, il y a Jenny, donc Jennifer, le diminutif de Jennifer, et Jenny,
les génies. C'est justement parce que c'est un personnage, une femme sauvage, mais qui a un génie en soi. Et bon, là, je viens de me dire que tu peux dire que je travaille. Et c'est complètement. C'est sans fin. C'est sans fin la traduction. Et c'était un énorme plaisir de vous traduire, Gaëlle. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie à vous toutes, à vous tous pour votre présence. Merci beaucoup, malgré les jet lag, malgré les autrices ont été. Avec nous. Donc, et bon, je laisse Mathieu Boyce conclure la soirée. Mille gracias. Muchas gracias por asistir a ese evento. Muchísimas gracias a las autoras, a Melina. Hasta el alma de Milan Kundera nos acompañó. Estamos bien. Y a pesar del jet lag de Emilien, estarán firmando los libros abajo, donde están las mesas de compra de los libros. Así que aprovechen. Última cosita, el próximo miércoles literario es el próximo miércoles, el 13, y nos acompañarán, bueno, tal vez lo vieron, es un escritor de Congo y Bélgica, y desde hace una hora acabamos de enterarnos que estará también compartiendo una mesa con Sara Ladipo Manika, que es de Nigeria e Inglaterra, y es también una gran escritora africana, y podrán hablar de la literatura africana en general juntas, así que les espero la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Y muchísimas gracias.